Il a suffi d'une nuit réalisé par Emmanuel Bidou, un documentaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu vraiment rapidement. Je ne m'attendais pas. Merci beaucoup. D'ailleurs, le jour même où j'ai vu le film, je vous ai appelé et vous m'avez répondu, vous m'avez dit oui. Et là, vous êtes là avec nous. Aujourd'hui, on va parler de ce documentaire. Je vais lire un tout bref résumé que j'ai trouvé sur le site du producteur. 1989, j'avais 20 ans quand on m'a annoncé ma séropositivité. Avec Amel, Alice, Nicolas et Eder, mes sœurs et frères en sida, nous racontons un bout de cette histoire commune, une histoire de rage et de désir de vivre, un cri pour enfin sortir du silence. Voilà. Un film autobiographique 100%, Emmanuel ? Non, pas tout à fait, on va dire. En fait, finalement, effectivement, ça raconte une grande partie de mon histoire, depuis mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, mais pour moi, derrière chaque VIH, il y a une vie, il y a plusieurs vies. Et donc, il me semblait absolument... c'était évident dès le départ que j'avais envie de donner la parole, en fait, à d'autres personnes vivant avec le VIH. Ça a été une question qui s'est posée au moment du scénario. Pour moi, c'était évident d'inviter d'autres personnes à sortir du silence. Donc, c'est pas que autobiographique. On est plusieurs. Voilà, on est ensemble pour parler de cette maladie. Et parce que je me suis toujours posé la question de comment aujourd'hui chacun appréhende la maladie, comment il l'assume, comment il la vit en secret ou non, quels sont leurs combats, qu'est-ce qui les fait tenir en fait, qu'est-ce qu'une vie passée à cohabiter avec la mort nous apprend des choses sur la vie, change notre regard sur le monde. Donc j'avais envie en fait d'aller à la rencontre d'autres personnes et qu'on soit ensemble dans cette histoire, qu'on fasse corps ensemble. Oui, voilà, c'est un film plutôt choral justement. On a plusieurs voix et on voit une partie de ta vie. Dans cette partie de ta vie, on ne voit pas que tu es réalisatrice parce que il s'agit d'un vrai film, pas de quelque chose tourné comme ça avec la caméra à la main. Moi, j'étais vraiment surpris de la qualité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu au-delà du film ? Là, on s'éloigne un tout petit peu, après on y revient. Toi, Emmanuel, tu es réalisatrice. Pardon, je suis passée au tu, je viens de m'apercevoir. Pas grave, il n'y a pas de souci. C'est ton métier en fait ? Oui. Oui. Après avoir fait des études d'anthropologue et d'ethnomusicologie, effectivement, j'ai passé du temps en Afrique du Sud pour ma thèse, qui était dans un township à côté de Soweto, en ethnomusicologie. La condition ouvrière noire au travers du chant. Et en fait, à force de passer du temps dans ce foyer de travailleurs à Kagiso, qui est donc un township près de Soweto, j'ai eu envie de filmer. C'est-à-dire que c'est se retrouver dans un foyer là-bas, seule, femme blanche, dans un foyer où c'est une communauté zoulou. Et donc, en fait, on va dire que la musique, les études m'ont amenée à l'image. Du coup, je suis rentrée en France. J'ai commencé à écrire un premier film qui se passe dans ce foyer, qui s'appelle Ubuntu Bembali, La beauté des fleurs, dont il y a quelques extraits d'ailleurs dans mon film. Il a suffi d'une nuit. J'ai envoyé un dossier au CNC, j'ai eu l'aide à l'écriture, et donc après, j'ai trouvé une production, et le film, donc je suis repartie tourner. Et comme le film a été sélectionné au Festival du Réel à Paris et dans plein de festivals à l'époque, c'était l'âge d'or du documentaire, on va dire ça quand même à l'époque, hein. Donc c'était 1998-99, et j'ai continué. Donc j'ai arrêté finalement l'ethnomusicologie et je me suis lancée dans le cinéma. Et vous m'avez dit hors antenne que ce film dont on parle aujourd'hui, c'est votre 8e. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait le déclic ou l'envie de tourner ça comme votre 8e réalisation ? En fait, je crois qu'il a fallu du temps, en fait. Il a fallu du temps pour penser cette histoire. Je pense que
on peut pas... J'avais 20 ans quand j'ai été contaminée. Je pense que c'est pas à 20 ans qu'on écrit cette histoire-là. Il faut du recul. Et je crois qu'aujourd'hui, j'avais la force et le recul nécessaire, en fait, pour revenir sur ce parcours avec la maladie. Peut-être je me sentais légitime aussi aujourd'hui et peut-être pas il y a 20-30 ans. Voilà, pour raconter cette histoire. Donc voilà, je pense que c'est juste une histoire. On vieillit, on revient sur sa vie, on prend du recul. Et puis, il n'y a pas que cette raison-là. Je pense que la raison, en fait, il y a 2 raisons, on va dire. La première, c'est que j'avais le sentiment qu'on ne parlait plus du sida, en fait, dans cette société. Et pourtant, on vit avec toujours et qu'elle est toujours là et qu'il y a encore pas mal de gens qui meurent du sida, quand même, beaucoup dans le monde, un petit peu en France aussi, quand même. On n'en parlait plus. Là, l'autre chose aussi, c'est que je voyais peu de films, que ce soit fiction ou documentaire, qui donnaient la place à une femme séropositive. Voilà. Alors, c'est beaucoup la communauté homosexuelle, voilà, mais ce qui est légitime, ce qui est normal, c'est eux qui ont été extrêmement touchés, on va dire, dans les années 80. Mais on parle peu des femmes, voilà, dans cette histoire. Et la troisième, je crois, c'est ma relation, je dirais, tendre avec mon médecin. L'importance de la consultation, qui est pour moi absolument salutaire. Je crois que je ne m'en serais pas sortie comme je suis aujourd'hui, sans la rencontre avec Dominique Salmon, qui est au-delà d'un médecin, on va dire une psy, un médecin, une confidente, en fait, quelqu'un à qui on peut tout dire. Et ça, je pense que c'est extrêmement important quand on est malade. Oui. Dominique Salmon, d'ailleurs, est une protagoniste de ce film parce qu'on la voit tout le temps marcher dans ces couloirs de l'Hôtel Dieu, je crois, du coup. Maintenant, elle a pris sa retraite, mais tu m'avais dit que quand même, elle peut consulter un peu encore. Elle n'a pas complètement pris sa retraite. Oui, comme... elle consulte dans un autre hôpital, voilà, mais beaucoup moins souvent. Mais elle est toujours là. Malheureusement, je pense qu'elle finira par la prendre. Donc, il faudra que je trouve quelqu'un d'autre, qu'elle nous trouve quelqu'un d'autre, parce que souvent, c'est un médecin qui vous conseille un autre médecin. Mais c'est toujours une grande angoisse, en fait. C'est vraiment... je veux dire, Dominique, je peux tout lui dire. Je peux lui envoyer un texto à 11h. Dès que j'ai une angoisse, je peux lui envoyer un mail. Un petit souci, même si mon fils a un souci, je lui demande un conseil. Enfin, c'est quand même extrêmement précieux dans une société où aujourd'hui la médecine est devenue quelque chose qui n'est plus complètement... Alors, pas tous, il y a encore des médecins merveilleux, mais pas complètement dans l'écoute. Dominique, elle est dans l'écoute, elle est dans une philosophie de la médecine qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'en fait, elle va chercher derrière la personne ce que j'appellerais l'arrière-pays, ce que mon oncle qui est médecin dirait l'arrière-pays, parce que c'est lui qui avait cette expression. C'est un grand infectiologue, mon oncle aussi, le professeur Sicard. C'est-à-dire que soigner, ce n'est pas simplement donner des médicaments et regarder un ordinateur, c'est s'intéresser à la vie des gens, savoir quels sont leurs problèmes, quel travail, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce des soucis, des angoisses, qu'est-ce qui va bien, les histoires d'amour. Et en fait, soigner, c'est aussi cette écoute qui est, à mon avis, essentielle pour arriver à soigner correctement, quoi. Oui. Et d'ailleurs, on a toute une génération d'infectiologues qui est en train de prendre malheureusement leur retraite. Bon, c'est normal, c'est juste, mais ça nous fait aussi penser qu'on a vieilli avec les VIH, on est toujours présente. Et ça aussi, c'est un signe quand même positif. Et c'est aussi très touchant dans les films parce que les docteurs, ils t'annoncent sa départ en retraite et ta réaction, elle est très forte. Ah bah, je m'y attendais pas. En fait, elle m'annonce ça. Alors, elle me l'avait dit quelques années avant. Il y a un moment, je prendrai ma retraite. Mais là, elle me dit ça le jour où je dois tourner une séquence. Voilà. C'était vraiment, ça n'est pas préparé. Je l'ai su la veille ou le jour. C'est-à-dire qu'elle me l'a un petit peu comme ça dit, un peu comme ça, quoi. Ah non, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, en fait, oui, ça a été un choc.
Et alors déjà, vous êtes filmé, vous êtes en consultation, ce qui est difficile pour moi d'être à l'image. Il m'a fallu beaucoup de... Ça va, voilà, bon, si les gens voient le film, ils comprendront. On me voit pas mal quand même. Et donc, non, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, ça a été un choc. J'ai eu du mal à encaisser quand même, on va dire. Ouais. Oui. Oui, ça se voit. Ça, c'est vraiment... Je voulais te dire, alors tu es aussi une bonne actrice. Mais non, c'est vraiment, c'était toi-même. Enfin, oui, d'ailleurs, c'était complètement moi-même. Même l'équipe n'était pas au courant. On ne Ouais. s'attendait pas du tout. Dominique, elle me l'a dit entre deux portes. Oui, ok. Et je pense que tu m'avais dit aussi que les autres personnes qu'on voit dans les films, tu les as rencontrées parce qu'ils sont suivis par les mêmes docteurs. Alors, en fait, j'ai fait un long repérage à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu. J'ai assisté aux consultations donc, de Dominique Salmon. Elle m'a permis de rester donc, dans la consultation quand les gens étaient d'accord. Évidemment, je posais la question aux gens, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis en repérage d'un film. Ça m'intéresse de suivre la consultation. Et donc, j'ai rencontré presque 70 à 80 personnes. On va dire, ça a duré presque 6 mois, ce repérage. Et je demandais, après la consultation, je disais aux gens, est-ce qu'on peut se boire un petit café? Donc, je sortais avec eux. Du coup, je ratais la consultation d'après, mais voilà, bon, je revenais régulièrement. Et sur, on va dire, 70-80 personnes, il y en a 5 qui ont accepté de parler. D'accord. Voilà. Donc, ça a été compliqué. Beaucoup de refus. Légitimes ou non, parce que pour beaucoup de gens, c'est enfin extrêmement difficile de dire sa séropositivité. Il y avait des gens dont la famille ne le savait même pas, ou les enfants, des gens qui étaient peut-être un peu connus, dans des métiers, soit des psychanalystes, des réalisateurs, des metteurs en scène, des gens dans la mode, des gens pour qui c'est trop intime, donc c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas afficher, des gens qui sont un peu déprimés et pour qui ça fait ressortir trop de choses. Ça fait remonter trop de blessures, on va dire. Donc ça a été très difficile de trouver des personnages pour le film. Ce qui m'a donné encore plus envie de faire le film. Parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, on a encore du mal à sortir du silence. Que cette maladie reste taboue, qu'elle fait encore partie, on a l'impression qu'on est encore partie de la communauté des pestiférés, des handicapés, des gens qui sont pas fréquentables. Donc en fait, ça m'a encore plus donné envie. Je me suis dit, il faut le faire ce film. Pour qu'à ce point-là, aujourd'hui, on a encore tant de mal à sortir du silence. Et les gens qui ont accepté de parler, je crois, pour certains, c'était la première fois. Ça a été vraiment une belle aventure ensemble, collective. On s'est mis ensemble et on s'est dit, allez, on y va, quoi. Et c'est un acte artistique, mais aussi militante, ce film. Alors, la militance est un mot très large, très complexe, je trouve. Oui, sûrement, sans en faire un film, je dirais, militant, dans le sens militant du terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours milité depuis que je suis jeune. On va dire, quand j'étais jeune, je militais contre l'apartheid, contre le colonialisme, c'est quelque chose, j'ai été un peu élevée, on va dire que dans la famille... on était assez anticolonialiste, anticapitaliste. Donc, en fait, j'ai un peu baigné au niveau familial, en fait, dans une militance de gauche, disons-le, même, je dirais même d'extrême gauche. Et effectivement, oui, c'est une sorte de militance, je dirais peut-être plus un cri, en fait. Plus un cri pour sortir du silence, une rage, un besoin en fait de raconter cette histoire qui pour moi n'est plus dite et encore je sens qu'on a toujours été empêchés, un peu bafoués, c'est-à-dire on nous a empêchés dans un certain sens de parler parce que la société nous regardait quand même différemment. Aujourd'hui c'est entre guillemets plus facile, bien que ce n'est pas si simple vu, vous voyez, les gens n'ont pas accepté de parler, donc ce n'est pas si simple. Mais il y a quelque chose d'empêché, quoi. Comme si on nous mettait un bâillon, comme si
Voilà. Donc oui, militance quand même. Effectivement, je raconte dans mon film que je vais militer dans les quartiers populaires avec les jeunes des cités. Après, j'ai beaucoup milité dans des associations pour les migrants, pour les Roms. Mais je n'ai pas été à ACT UP, justement. Je le raconte dans mon film. À ce moment-là, quand j'étais jeune, plus jeune, le sida, je n'en parlais qu'à mon médecin. À mon médecin, même pas aux amis, même pas à la famille. Et donc, je n'ai pas été dans l'assaut. Je me sentais pas complètement légitime d'aller à ACT UP. Je me sentais... j'étais pas dans le milieu homosexuel aussi à 20 ans. Après, je l'ai fréquenté beaucoup plus tard. Et donc, du coup, en tant que femme hétéro, je me sentais pas... voilà, j'ai pas l'impression... mais c'est peut-être un peu de ma faute, entre guillemets. Hein, c'est moi qui aurais pu faire le pas. Et je crois que j'avais aussi envie de penser à autre chose, de vivre ma vie. Du coup, je suis partie en Afrique, j'ai vécu longtemps en Afrique du Sud, d'aller dans d'autres luttes. Et peut-être c'est une sorte de déni, c'est une sorte aussi, voilà, de manière d'oublier un peu la maladie, quoi. Si vous allez militer à ACT UP et tout ça, ça vous revient tout le temps. Et voilà. Donc, je ne culpabilise pas complètement, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas... j'ai été militer ailleurs. Oui. Après, moi, je trouve que les films est militant dans ses effets, parce que donnant la parole à des personnes qui l'ont pas, c'est déjà un acte très fort de militance, à mon sens. C'était pas du tout au niveau... Voilà. Oui, mais ce qui est important, c'est que, par exemple, si j'avais choisi de prendre... Bon, là, c'est des personnes qui sont des patients de mon médecin. Hein. Mais si j'avais décidé de faire un film avec des militants, j'aurais eu beaucoup plus de facilité. Oui. Et c'est normal, parce que des militants, ils militent, ils s'affichent, voilà, ça y est, ils assument. Ils ont aussi les bons mots, parce que des fois, ils ont les bons mots, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de donner la parole à des gens qui n'étaient pas des gens militants, qui étaient des gens, entre guillemets, lambda, qui n'avaient jamais vraiment parlé. Et donc, c'était ça qui m'importait, parce que j'aurais pu demander à Fred Navarro, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Voilà, je dédicace cette émission à Fred. Et il aurait sûrement accepté. Ah, il aurait accepté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est différent. C'est pas la même chose, une parole de militant, qu'une parole d'une personne qui n'a jamais parlé de son VIH et qui est... voilà. Donc, c'était important, en fait. Et justement, tu disais que c'était difficile de trouver ces personnes, mais à l'effet, c'est que ça donne un éventail très large, parce qu'on a la femme migrante, justement, on a l'autre qui a décidé que sa vie s'arrêtait, il n'a pas eu d'enfant, on a une personne homosexuelle, voilà, on a toute une série de personnes que ça nous permet de voir un panorama assez large. Oui, mais alors justement, je n'ai pas du tout fait de casting. Je n'ai pris que les gens qui ont accepté. Mais c'est ça que c'est incroyable. C'est bien tombé. Et les gens qui ont accepté, c'est Nicolas qui est hémophile, c'est Amel qui est une ancienne toxicomane, Eder, homosexuel, voilà. Et donc, en fait, et Alice qui est centrafricaine et qui a eu voilà, la chance de pouvoir avoir des enfants. Je pensais que tu avais fait une vraie sélection, justement, parce que ça permet vraiment de... Non, j'ai vraiment pas fait de sélection parce que j'ai pris... Enfin, c'est les gens qui m'ont dit « Ok, allez, on y va ensemble. » Voilà, il y avait un monsieur, Serge Picard, magnifique, qui était normalement... Enfin, qui était dans le scénario, on s'était vu, etc., qui avait 82 ans, homosexuel, qui avait une histoire incroyable et qui est décédé avant le tournage. Donc ça a été très dur parce que même à un moment, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'abandonne. Enfin, ça m'a beaucoup marqué. Et voilà, non, je n'ai pas fait. Et justement, à un moment, je me disais, ça fait un peu catalogue, il faut que je fasse attention, on va avoir l'impression. Mais c'est les gens qui ont accepté de parler, qui ont accepté de libérer la parole. Oui. Super. Est-ce que ces gens-là ont vu les films ? Oui, bien sûr. Bah oui. Oui, ils sont venus à la première projection que j'ai fait il y a 2 ans déjà, avant que le film sorte, parce qu'on a mis du temps à sortir le film. Oui, bah, les gens étaient très contents, très émus. Très émus, en fait. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas forcément à avoir un film de cinéma, parce que c'est vrai que moi, avant tout, j'essaye de faire du cinéma. C'est-à-dire que je n'ai pas un reportage sur le sida. Parce que pour moi, le film parle du sida, mais c'est aussi un film qui parle de nos corps, c'est un film qui parle de la vie d'une femme, c'est un film, ça parle des générations qui viennent, avec mon fils quand même.
un peu de l'Afrique aussi. Donc c'est quand même un film de cinéma et je pense que même mon médecin ne s'attendait pas du tout à ça. Hein. Parce qu'à un moment, mon médecin me dit, tu as qu'à prendre des gens, tu les flouteras à l'écran. Mais moi, je voulais absolument pas faire ça, comme à la télévision, on fait des fois. Donc non, c'est un film de cinéma où on traverse, à mon avis, beaucoup des sensations. C'est ce que j'avais envie. Et le cinéma est une histoire de corps, de toute façon. Hein. Donc, voilà. Donc, ils ont été très, très contents et très émus. Et d'ailleurs, tu me fais penser... Moi, j'utilisais les mots documentaire parce que c'est ça que je trouvais sur la production. Parce que moi, quand j'ai vu le film, pour moi, c'était un film dans l'essence. Alors, c'est pas un film de fiction. Alors, ça... pas ça. Mais justement, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, moi, j'adore le cinéma. Et du coup, quand je regarde quelque chose, il faut que ça me plaise. Et j'ai trouvé que ces moments où tu insistes avec ta caméra sur le corps, sur ton corps, c'est quelque chose de très, très, très fort qui parle beaucoup. Et justement, il ne parle pas que du sida, mais il parle vraiment d'une vie, d'une femme. Et c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit, mais alors, je suis en train de voir vraiment une vraie œuvre d'art. Ce n'est pas vraiment un documentaire filmé par quelqu'un qui a fait sa vie, et là, il a décidé de filmer. C'est ça qui c'est un peu... Ça touche énormément parce que c'est ton corps qui est mis en nu. Et tu disais, c'était difficile pour toi de te dévoiler autant. On ne l'aperçoit pas. Hein. Oui, non, mais c'est que j'aime pas trop me mettre en avant. Je n'ai jamais fait, en fait. C'est la première fois, c'est mon premier film. Mais t'es pas non plus vraiment en avant. Je sais pas comment expliquer. Oui, non, justement, heureusement, on est ensemble, on fait corps ensemble. En fait, ça a été toute une écriture le scénario a été une longue épreuve. Ça a été long. Parce que c'était... En fait, que le film, là où il est complexe, je dirais, c'est qu'il a fallu raconter une histoire du passé au présent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la femme d'aujourd'hui qui raconte. Et donc, moi, je ne voulais pas faire de la reconstitution des années 80, etc. Mais pour raconter mes 20 ans, mes 25 ans, mes 27 ans, etc., comment faire ? Donc, en fait, finalement, on a été, je dirais... c'est fictionné dans un certain sens. Oui, voilà. Les scènes sont fictionnées. C'est-à-dire qu'on a remis en scène ma mémoire, mes souvenirs, que ce soit mes 20 ans, quand je suis dans les Cévennes, ou quand j'ai 27 ans, c'est mon anniversaire. Et ça, on a remis en scène. Mais on l'a remis en scène avec les amis d'aujourd'hui. On n'a pas refait de reconstitution. Et ça, c'est ce qui a été le plus complexe au scénario, pour voir est-ce que ça va marcher. Est-ce que c'est ma voix qui guide ? C'est ça qui permet qu'on peut accrocher, je dirais, et pas être perdu, puisque c'est ma voix qui dit j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 27 ans. Et donc, par exemple, quand je dis j'ai 20 ans et que j'apprends que j'ai le sida et qu'après je me retrouve, c'est les années de fac, et ben c'est mon fils avec des amis et c'est moi quand j'avais 22 ans. Voilà, donc c'est ça qui a été le plus complexe. Après, pour moi, j'avais envie de proposer une empathie possible, c'est-à-dire de voir à travers mes yeux, de rêver un peu dans mes rêves et de ressentir à travers mon corps. Et ça a été très important d'essayer... la maladie, c'est une histoire de corps. Hein. Le corps, c'est le corps du passé, c'est celui du souvenir, c'est celui qui est à l'hôpital, c'est celui de la maladie, c'est celui c'est l'obsession de manger, c'est les médicaments, c'est les prises de sang, etc. C'est le corps qui s'abîme. Enfin voilà, le corps est toujours là. Hein. En tout cas, quand on est malade, le corps est toujours présent, on maigrit. Donc voilà, donc effectivement, oui, j'ai eu envie qu'on ressente, ce que ça pouvait être un corps malade. Dans le film. Et après, la difficulté, c'était de mélanger toutes ces matières, en fait. Parce qu'après, il y a le réel, c'est-à-dire les consultations avec les personnes les autres patients, Amel, Nicolas. Là, on est complètement dans le réel. On est dans le cinéma documentaire réel, on va dire le cinéma direct. Donc, comment faire ? Et donc, surtout... J'avais plein de matières comme ça. Donc, j'avais des réminiscences, des images mentales, ma voix, etc. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à mélanger toutes ces matières, qui naviguaient entre mon histoire et l'histoire collective. Oui. Le VIH n'était pas les protagonistes de ta vie. Est-ce que je peux dire comme ça ?
C'est une drôle de question. Avant mes 20 ans, non. Mais en fait, je pense que les choses sont très inconscientes, hein. C'est-à-dire que je pense quand on vous apprend, quand vous avez 20 ans, que vous êtes séropositive, on est en 1989, on est en plein année noire du sida. On n'a pas encore trouvé de traitement. On a de l'AZT à l'époque, mais qui est quand même, je dirais, vraiment a été très difficile à prendre, hein, l'AZT. J'avais beaucoup souffert avec l'AZT. Donc en fait, on est en pleine année noire. Les gens meurent du sida, les gens tombent comme des mouches. Et l'hécatombe, c'est vraiment des années terribles. Donc vous avez 20 ans, vous dites ça, vous êtes en plein fleur de l'âge. En plus, j'étais quelqu'un d'assez, la pêche, je faisais pas mal de choses, il y a vraiment un désir de vie, quoi. Et donc, on vous apprend ça. Donc, sur le coup, je pense, j'ai pas complètement réalisé, on va dire. J'ai réalisé un peu parce qu'en fait, mon oncle est médecin, c'est lui qui me l'a appris, et donc il me l'a bien expliqué. Il m'a pas dit que j'allais mourir parce que c'est mon oncle. Peut-être qu'un autre médecin m'aurait dit, je ne sais pas. Mais moi, j'ai été consciente que peut-être il me restait que quelques années de vie. Parce que du coup, en sortant de là, je me suis quand même un peu renseignée. Du coup, j'ai été un petit peu poser des questions, etc. Et là, quand je voyais les gens mourir... Alors, j'avais des stars. Je lisais Lagarce, Guibert. J'écoutais Queen. Klaus Nomi, enfin voilà, donc voilà, beaucoup aussi de gens de la littérature et de la musique en fait qui mouraient du sida. Donc effectivement, je commençais à m'identifier, à me dire oula, ces gens viennent de mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, mais j'étais quand même peut-être un peu dans un déni. Donc j'ai continué à vivre. Je me suis dit, allez, hop, on y va, c'est pas grave, hop, enfin, c'est pas grave. Je veux dire, je pense inconsciemment, oui. J'ai un peu mis ça de côté, mais j'étais toujours rattrapée, par contre, par la maladie. C'est-à-dire que j'avais beau le mettre de côté, les résultats mauvais, les T4 qui s'effondrent, la charge virale qui remonte. Maigrir, beaucoup. J'ai beaucoup maigri. Hein. Voilà. Je mangeais comme 4, quoi. Et en fait, mais il y avait toujours quelque chose qui me rattrapait parce qu'on changeait de traitement. Le traitement ne marchait pas. J'ai beaucoup de diarrhée. J'ai énormément vomi. Avec Nicolas qui est dans le film, on se disait toujours qu'on avait des tactiques quand on marchait dans la rue. Ça, c'est vraiment le moment de la ZT hein, et des débuts des bithérapies. On regardait où étaient les cafés parce qu'on avait tellement de diarrhée que sur nos parcours d'aller à un endroit à l'autre, on repérait les cafés pour pouvoir s'arrêter en fait. Voilà. Comme dit Nicolas, il a dépensé des millions en café. Donc voilà, j'étais toujours rattrapée. Mais j'essayais toujours d'aller de l'avant. Oui, tout à fait. Ça se voit absolument. Il y a une force, une énergie dans les films. C'est aussi ta personnalité, sûrement. Parce que d'ailleurs, c'est un des parcours de vie que tu montres dans les films. Disons que peut-être l'art, une forme comme ça, un peu fictionnée, ça peut être un bon moyen pour parler aux plus jeunes qui n'ont pas vécu justement cette période, mais que ça puisse rentrer dans un contact avec eux, que ça peut fonctionner, tu penses? Alors, oui, je ne suis pas sûre que ce soit les jeunes qui aillent voir des documentaires au cinéma. Donc, mais en fait, quand j'ai écrit le scénario, au départ, je l'avais pensé comme une lettre à mon fils. Voilà. Mon fils a aujourd'hui 26 ans. Et bon, on va peut-être pas spoiler le film, mais voilà. Donc, il est moitié sud-africain, zoulou. Son père était donc sud-africain, zoulou. Et donc, c'est vrai que je l'ai écrit comme une lettre à mon fils, parce que mon fils est quelqu'un qui ne parle pas. Et donc, c'est vrai qu'on en a peu parlé. Il est au courant parce que souvent, il me dit « Maman, t'as oublié de prendre tes médicaments à midi ?» Enfin bon, voilà. Donc, il est très au courant. J'en ai parlé, etc. Mais quand même, il y a toujours quelque chose qui est resté assez muet, on va dire, dans notre relation par rapport à cette maladie. Peut-être que j'avais aussi envie de le sauvegarder un peu et de ne pas lui parler de ça tout le temps. C'est pas facile de grandir quand on a une maman malade. Surtout que j'ai pas eu que ça. J'ai eu un cancer, d'autres soucis, etc.
Donc ça a été pensé comme ça. Donc en fait, dès le départ même de l'écriture de ce film, je pensais à la génération qui vient. Parce que justement, je me disais, on ne parle plus du sida. Il y a quand même une augmentation de 40% depuis 10 ans chez les jeunes. Et je me disais, finalement, en discutant avec des jeunes à côté de chez moi, mais qui sont plutôt de classe populaire dans la cité, beaucoup me disaient qu'ils ne savaient même pas ce qu'était le sida, ou qu'ils mettaient plus de préservatifs, ou qui faisait confiance à la personne qu'ils rencontraient, donc, etc. Donc, en fait, oui, ce film a quand même été écrit, je dirais, et imaginé au départ comme de laisser une trace, on va dire, aux jeunes, aux générations qui viennent. Mais c'est pas forcément le public qui va venir le voir au cinéma. Donc, il faudrait, j'appelle tous les professeurs de lycée ou d'université, parce qu'en fait, c'est pas eux qui vont, voilà, au cinéma, donc ils vont pas forcément voir le film, quoi. Mais j'ai eu quelques projections où il y avait de la jeunesse, et ça a été reçu. Enfin, c'était très touchant. D'ailleurs, justement, le film est sorti autour du 1er décembre de l'année passée. Depuis, il y a eu plusieurs projections. Est-ce que tu étais présente à certaines projections? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont touché particulièrement, des retours que tu as eus, négativement ou positivement? C'est-à-dire des choses qu'ils ont dit, t'ont surpris? Alors, effectivement, le film est sorti le 3 décembre. On est resté 2-3 semaines au Luminor à Paris, ce qui était chouette. Une semaine à l'Espace Saint-Michel. Puis après, j'ai fait un petit tour en France. Jusqu'à fin mars, début avril, on a eu des projections. Touché. Ah oui, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand certaines femmes ont pris la parole pour la première fois en disant moi aussi, je suis séropositive, mais je n'en ai jamais parlé. Voilà, donc il y a eu des moments comme ça très touchants. Des gens aussi qui ont raconté que leur frère l'était et qui justement c'est la première fois qu'ils en parlaient ou qui se sentaient concernés parce que dans leur famille quelqu'un était séropositif. Donc il y a eu quand même les gens en fait c'était la plupart du temps, presque tout le temps je dirais. Bon après ceux qui n'ont pas aimé peut-être ne parlent pas, mais les gens sont très émus par le film, très touchés. Et certains m'avaient dit, je me souviens, oh, j'ai failli pas venir, le sida, bon, c'est un peu has-been, non mais, voilà, bon, puis finalement, ma copine m'a convaincue, viens, on va voir, etc. Et finalement, ils m'ont dit, waouh, voilà, ils ont été touchés en termes aussi, je dirais, de cinéma. C'est pas que le sujet. Oui, c'est aussi la vie d'une femme, la vie de d'autres femmes. C'est aussi comment on fait corps ensemble, comment le corps aussi malade résonne pour chacun. Comment cette société résonne, parce que je parle de l'Afrique du Sud, je parle des années 95, 90, l'émeute dans les banlieues. Donc chacun y retrouve, on va dire, un petit peu de son bout d'histoire, peut-être. Je parle d'un peu de la jeunesse, et puis voilà, donc chacun a un médecin aussi. Donc on peut tous s'identifier d'une manière ou d'une autre sans être forcément séropositif. Tout à fait, complètement. Et pour avoir les prochaines projections, on peut aller sur les sites de la distribution? Alors, pour l'instant, ça s'est calmé. Mais vous pouvez aller sur le site de la distribution, en fait, qui est Film des Deux Rives, film au pluriel D-E-S, 2 comme le chiffre D-E-U-X, rives, comme les rives, R-I-V-E-S.com. La prochaine projection a lieu le 2 juin à Ajaccio, en fait, au cinéma Le Laetitia. Et j'ai une autre projection le 8 août lors d'un festival qui s'appelle Cinépause en Bourgogne, dont le thème est « Et la tendresse » et qui est à la Roche-Vineuse. Après, j'aurai sûrement une petite tournée en Bretagne à la rentrée, mais il faut aller sur le site des films des2rives.com. Vous tapez « Il a suffi d'une nuit » et là, il y a toutes les dates des projections. Tout à fait, merci beaucoup. J'espère pouvoir faire une projection à la Clé aussi, à Paris. Voilà, on attend. Et puis que ça reprenne. Et peut-être qu'autour du 1er décembre, il va y avoir des projections. Le film va ressortir voilà, dans ce cadre-là. Ah, ça serait bien. Et dis-moi, tes projets futurs, tu as déjà commencé à filmer autre chose? Alors, j'ai pas commencé parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps finalement qu'on a sorti ce film. J'étais beaucoup en tournée.
qu'il faudrait faut que je travaille un petit peu aussi pour gagner ma vie. Hein. Oui, parce que tu veux nous dire qu'avec l'art, on ne peut pas vivre. En tout cas, en étant réalisatrice de documentaires, c'est quand même extrêmement difficile. Hein. Je veux dire, je ne suis pas intermittente, je ne suis plus intermittente, j'ai perdu mes droits, donc voilà, donc je vivote. Oui, alors j'ai une idée de film qui me taraude depuis plusieurs années et je l'avais mis un petit peu de côté, etc. Mais en fait, c'est un film très compliqué, en fait, qui nécessite énormément de temps de repérage. C'est-à-dire que je voudrais parler de la difficulté d'être un jeune garçon en cité, dans les quartiers populaires. Le poids, en fait... Pour moi, c'est un film très féministe, justement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le poids, en fait, d'être un homme, quand on a entre 18 et 25 ans. Tout ce que ça engendre dans l'éducation, enfin tout ce que l'éducation a pu justement engendrer, le fait de devoir tenir la famille, le fait de montrer sa virilité, le fait de ne pas pouvoir pleurer, le fait de tout gérer, qui montre souvent aussi un manque de reconnaissance sociale, même au niveau du travail. Souvent, ils font un peu les durs, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces jeunes garçons ? Toute la tendresse, les fragilités, les failles. Alice Diop avait fait un film qui s'appelle Vers la tendresse, mais qu'elle avait fait à partir d'enregistrements sonores d'un atelier. Et après, elle avait fictionné, en fait, sur justement ces paroles de jeunes garçons. Voilà. Ça va prendre du temps, parce que je pense que pour casser la carapace de ces jeunes garçons dans la cité où j'habite, moi, à Montreuil, donc ça serait la cité de Lannou, je pense que j'ai plusieurs mois de repérage. Voilà, je voudrais trouver une bande de jeunes garçons. Donc, je suis juste au tout début. Mais tu nous diras, parce que tout ce qui concerne aussi la construction du genre ou la déconstruction, ça nous intéresse énormément. On sera là, on t'attend. Tu peux nous appeler, même si ça prendra des mois. On espère être encore là. Hein, si on ne coupe pas complètement les financements, ils essayent, mais pas encore complètement. J'espère pour vous. Hein. et du coup, on t'attend. Merci beaucoup à Emmanuelle Bidou. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci les films. Du coup, on peut encore essayer de le voir. Il a suffi d'une nuit. Merci beaucoup, Emmanuelle.